Amis du hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast sur l'actualité du hack tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour nous accompagner ce soir, vu que notre club n'avance plus, il nous fallait un spécialiste de l'automobile française pour l'expliquer. Romain est fidèle au poste ce matin. Salut Romain. Salut tout le monde. Solidaire du hack qui est empêché dans sa marche en avant, il ne peut désormais plus courir qu'après les bons pronostics. Florian est également parmi nous. Salut Florian. Bonjour à tous. Au sommaire de ce numéro des activistes ce soir, la montagne et la souris. Retour sur Hack Clermont. En rose et noir, débrief de Toulouse Hack. Activez-vous avec vos réactions. Et enfin, un sujet complet sur le hack féminin. Raisin a été passé au pressoir. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre. Et nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes numéro 15, c'est parti. 2 matchs la semaine dernière, Hack Clermont et Toulouse Hack. Nous parlerons bien sûr du match dans la Vise Rose un peu plus tard. Revenons sur le premier match qui a eu lieu la semaine dernière, le lundi. Clermont était en déplacement au stade Océane. Donc un résultat 0-0. Messieurs, on va revenir rapidement sur ce match. Une belle équipe de Clermont qui a été conforme à son rang. On n'a pas pu faire grand-chose et les réactions en fin de match ont été contrastées et ont attiré elles aussi beaucoup de réactions. Je voulais avoir, Romain, on va commencer par toi, ton rendu sur ce match. J'ai vu le hack plutôt impuissant en première, 2 occasions en seconde, mais au final, 0-0. On avait espéré mieux. On avait tous dit qu'on espérait une victoire du hack. Peut-être qu'on s'est vu un peu trop beau et où on a été plus optimiste que ce qu'il aurait fallu. Au final, 0-0. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre ? Bah déjà, c'est clair, ouais, on voyait le hack un peu plus beau que ce qu'ils ont montré, parce que déjà j'ai perdu 10 € en pariant sur le hack. Merci les ciels et marines. Et non, bah après ça, y a pas vraiment grand chose à dire. Hein. Ça ronronne en première période, ça fait des passes, ça joue à la baballe. Par contre, on s'est quand même fait peur sur plusieurs occasions. Clermont a montré qu'ils étaient collectivement au-dessus en termes de qualité, en termes de jeu par rapport à notre équipe. On aurait pu rentrer à la mi-temps avec peut-être 2 buts encaissés. On rentre sur 0-0, on se fait plutôt clairement chier de notre côté, hein, et encore une fois, on voit surtout que Clermont est au-dessus. Voilà. Donc là, j'ai envie de dire, on parle plus du jeu ou du projet de jeu, mais là, on voit bien que la qualité d'effectif, elle est très 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 limitée de notre côté. Et d'ailleurs, je vais revenir sur mon pari perdu, mais aujourd'hui, avec cet effectif, ça donne une cote à 4,20 à domicile face à Clermont. C'est juste fou, quoi. C'est juste fou, mais les bookmakers avaient raison. Voilà, par rapport à Clermont, pour moi, on est en dessous au niveau qualité. Florian, est-ce que toi aussi tu as perdu 10 € à l'occasion de tes paris ou est-ce que tu avais été un peu plus réaliste et tu avais vu que le hack ne pourrait pas gagner face à Clermont ? Dans le pronostic de la semaine dernière, j'avais dit match nul, mais avec le fameux 1 partout. Bon, j'ai eu la moitié du résultat, un vieux 0-0. Pour ma part, je me suis vraiment ennuyé. Hein. Lundi soir, comme ça, là, première mi-temps, 0 tir cadré des deux côtés. Meilleure action côté de Clermont, où ça dribble dans la surface et après ça a du mal à enchaîner. C'était long, possession de 67% pour Clermont en première mi-temps. Alors on savait qu'ils avaient beaucoup la possession, mais là, en fait, il n'y a qu'une seule équipe qui jouait. Donc c'était vraiment pas super agréable à regarder. En deuxième mi-temps, c'était un petit peu mieux, mais vraiment toujours pas de tir cadré côté Clermont. Et 3 du côté du Havre, avec surtout la frappe d'Alioui en fin de match qui aurait pu faire basculer, ça aurait été un nouveau hold-up, mais malheureusement le gardien était présent sur cette balle. Après, moi, j'ai bien aimé Abdelli et Alioui dans le petit côté offensif qu'ils ont amené, mais c'est trop peu, quoi. Donc, non, on s'est ennuyé. C'est un bon résultat. Non, c'est pas vraiment un bon résultat, mais contre Clermont qui était en forme et nous qui étions en méforme. En fait, maintenant, c'est bête, hein, mais des matchs nuls contre des équipes du top 6-7, on s'en contente. Enfin, on s'en contente. Non, on s'en contente pas, mais on se dit, tant mieux, parce qu'au moins, c'est pas pris une tôle. Voilà. C'est le ressenti un peu. On va pas dire qu'on est heureux, mais on se doute bien que vu les circonstances, on peut dire, bon, allez, on prend, c'est
pas si mal, même si on aurait espéré beaucoup mieux, mais c'est pas si mal. Ça se voit d'ailleurs un peu dans le côté des abusés qu'on a tous les trois. Ça s'est aussi senti dans les réactions d'après-match. Paul Le Guen a dit qu'au vu des circonstances, il était plutôt content de la prestation de ses joueurs, là où Pascal Gastien, du côté de Clermont, lui, ne l'était pas. Donc, il est certain que si on dit en début de saison, après un match nul 0-0 au Stade Océane face à Clermont Foot, Paul Le Guen serait plutôt du côté des contents, tandis que l'entraîneur en face ne le sera pas du tout, on aurait dit il y a un souci quelque part. Ça montre juste qu'en ce moment, c'est comme dirait Polo, c'est compliqué, et ça l'est vraiment, mais on gratte les points comme on peut, et au vu de ce qui se passe, on fait avec. 0-0 en tout cas. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur ce match? Je voulais revenir sur ce que vient de dire Florian. Ouais, je voulais quand même noter la bonne entrée d'Alioui. Il a quand même amené pas mal de choses et dont une belle frappe. Un bon match aussi d'Abdelli qui fait ce qu'il peut. Voilà, donc il essaye d'amener l'animation offensive qu'il peut. Sur son action, il part seul, il se l'amène bien. Il peut malheureusement pas servir de tirer, mais il va jusqu'au bout, quoi. Il tente sa chance quand même. Il fait une belle frappe. Maintenant, juste pour réagir au vu des circonstances, quand Paul Le Guen dit au vu des circonstances, et tu viens de reprendre la phrase aussi, Gilles, mais j'ai envie de vous dire quelles circonstances, les gars, parce que là, j'ai la compo sous les yeux. On a le 11 titulaire. On a le 11 titulaire. C'est quoi les circonstances, les gars? C'est qu'en ce moment, l'effectif du HAC a la tête à l'envers et que c'est un vase cassé. Paul Le Guen, il a ramassé les morceaux après Sochaux. Il a commencé à mettre de la colle et puis là, c'est en train de sécher. Tu peux pas lancer le vase ensuite comme ça en espérant qu'il va tenir tout seul. Faut quand même encore le manipuler avec un peu de précaution. Là, les circonstances auraient été différentes, soit en début de saison ou quand ça tournait bien. Tu m'aurais dit, tu fais 0-0 contre Clermont. Je dis, c'est une mauvaise performance. À la vue actuelle, de toute façon, là, on est en mode, on l'a annoncé à plusieurs reprises dans les activistes. Le mois de décembre, il allait être compliqué potentiellement si tu l'entamais mal. Tu l'as mal entamé. T'es en mode là maintenant où tu sais que t'es au cœur de la tempête. Le seul but là, c'est de rallier la côte sans que le bateau se brise définitivement. Voilà pour moi les circonstances. C'est pas bon, ça nous satisfait pas, mais moi je dis à 0-0, là tu serres les dents très fort et tu espères redresser la barque après ce mois de dingo. Après, moi, je pense que les circonstances que dit Paul Le Guen, c'est que il affronte une équipe de Clermont qui est top 5 du championnat, 5e meilleure attaque, meilleure défense de Ligue 2. Ils ont aucune frappe cadrée. Alors certes, il y a eu des occasions dans la surface, mais vraiment, Gorgelin, il a été assez tranquille. Les meilleures actions ont été au final côté Havrais. Donc pour lui, Polo, c'est pas forcément un bon match, mais c'est plutôt positif. Alors que pour l'entraîneur de Clermont, c'est l'inverse. T'es une bonne attaque, t'es une bonne défense, c'est toi qui concèdes les meilleures actions et tu n'as même pas un tir cadré, alors que tu affrontes une équipe qui était à 6 matchs d'affilée sans victoire. Donc c'est vrai que ça doit être surtout là, c'est la forme des équipes qui, dans les circonstances, était en faveur de Clermont et que sur le match, on l'a. Alors certes dans le jeu on le voit, mais dans le reste, on l'a pas vu, quoi. Surtout ça. En tout cas, nous en avons terminé avec à Clermont. Vous avez eu notre ressenti. Attaquons directement le deuxième match qui a eu lieu samedi après-midi. Toulouse-HAC, c'est maintenant. On a intitulé ce match en rose et noir. Honnêtement, je peux vous le dire. On était en train de se demander un match ce samedi après-midi, peut-être qu'au lieu d'enregistrer à notre heure habituelle, on va peut-être enregistrer le samedi soir, étant donc comme ça, on sera tranquille pour le dimanche. Je pense qu'on n'était tous pas en état de faire l'enregistrement s'il avait eu lieu à la sortie du match. On va revenir sur cette défaite 4-3. On va reprendre les choses dans l'ordre et ce qu'on peut dire, c'est qu'il fallait pas être en retard au début, vu que nous avons pris une vague rose d'entrée sur nos bleus ciel et marine. Directement, il n'était pas 2 minutes que nous concédions déjà l'ouverture du score. Un 2-0 qui est venu également rapidement, une première mi-temps vraiment très très compliquée.
avec une éclaircie qui est venue d'Alexandre Bonnet qui nous a mis une jolie frappe du droit pour une fois, pour un match où on aurait pu considérer qu'il y avait au niveau de la tactique, il aurait eu sa place potentiellement, surtout qu'on l'avait vu à la conférence de presse la veille, mais le côté gauche, on va en reparler parce que c'est un peu derrière. On a vu un côté gauche, comme j'ai dit, en défense haché façon kebab, où on a vraiment eu très mal. Florian, on va commencer par toi. La première mi-temps face à Toulouse, ça fait mal, ça a piqué de fort. Juste avant de commencer sur la mi-temps de Toulouse, il faut revenir sur la compo. On en avait débattu avec Romain sur Twitter. La question Romain Basque, qu'est-ce que tu fais avec Romain Basque à droite? C'est un milieu de terrain, on l'a foutu en défense en début de saison, là on le met en milieu droit. Alors on a su direct, c'est on joue la défense, rien de plus. Je l'ai comparé à juste titre, ça me fait penser à Matuidi, qui est pas du tout à son poste en équipe de France, qui joue à droite. C'est pareil. Donc Polo il s'est pris un peu pour Didier Deschamps, sauf que la différence, j'adore Romain Basque, mais c'est pas Matuidi quoi. Donc moi Romain Basque, je veux le voir devant la défense avec les cales, et sur un côté tu mets un ailier, il dit qu'il a l'effectif pour et il met pas des joueurs à leur poste. Encore, il y aurait Alioui, Bonnet blessé, je veux bien. Juste pour indiquer, Florian, le banc de touche qu'il y avait hier, pour information, Bonnet, Alioui, Basile et Ben Mohamed qui aurait permis à Meras de remonter. Juste ça, fin de la parenthèse. Enfin, voilà. Il y a 4 personnes qui peuvent jouer. Alors, Ben Mohamed, il est plus sur un côté gauche. Enfin, ça, c'est. Mais même Bonnet, tu me diras, mais il y a au moins 3 ailiers, vraiment. Et il nous met un milieu de terrain défensif sur le côté droit. Enfin, bon, moi, voilà. Je vais commencer par ça. J'étais déjà déçu avant même que le match commence. Et en plus de ça, tu fais une compo défensive et au bout de 2 minutes, tu t'en prends. Donc, je reviendrai à la fin du match sur un mini coup de gueule où faut changer des choses, mais tu commences avec une compo défensive, tu te prends un but au bout de 2 minutes, t'as un joueur qui se blesse au bout de 10, au final tu fais rentrer l'ailier, tiens, bizarrement, on fait rentrer un ailier, alors qu'on aurait pu le mettre dès le départ, peut-être que l'ailier serait blessé, ça on s'en fiche, mais mets-le dès le départ, et ensuite tu reprends un deuxième but au bout de 20 minutes, je me suis dit bon, on va revivre Sochaux, et sauf que là j'allais quitter à la mi-temps, quoi. Après il y a Bonnet, bizarrement quand on met un ailier sur son côté, c'est plutôt pas dégueu, hein, ça dribble, ça tente des frappes de loin, et là, bizarrement, c'est rentré. Donc, alors certes, c'était horrible à regarder la première mi-temps. C'était personnellement, je me suis dit ça va être long. En plus, le 3-1 juste après, avec une défense, mais entre Meras qui regarde passer, les défenseurs centraux, voire même Gibaud sur le côté, qui suivent pas l'action. Enfin, par contre, les buts de Toulouse, la frappe d'Adli, il dribble un joueur, il passe, on lui met une praline dans côté fermé. Alors, par contre, Toulouse, les supporters toulousains, ils vont bien s'amuser cette saison parce que c'est pas mal à regarder. Ah oui, mais ça allumait un peu, hein, ça allumait même le premier de Hillet, il était beau aussi. On reparlera du deuxième aussi, qui était mais dans un autre style. Là, c'est plutôt chez nous qu'on rigole un peu. Le deuxième but, c'est le joueur est tout seul au second poteau, il peut tranquillement la mettre. Et encore, il y avait encore 2 joueurs de Toulouse juste devant lui. Enfin, bon, je vais pas revenir sur les buts parce que ça va me réénerver comme hier. Mais non, première mi-temps, pas terrible. Je sais pas si quelqu'un veut parler sur la première mi-temps, on parle de la seconde pour bien séparer. Mais moi, juste pour la première mi-temps, c'était une catastrophe et j'avais qu'une envie à 3-1, c'était sortez-moi de là, quoi. Bon, Romain, on a vu 2 matchs hier. On a clairement vu 2 matchs entre le revival de Sochaux et la deuxième mi-temps dont on va parler. Mais est-ce que tu es comme Florian, que je rejoins d'ailleurs, est-ce que tu t'es dit à la mi-temps, mais est-ce que ça va être pareil et combien on va en prendre en deuxième? Alors, moi les gars, je me suis dit, on fait quoi? On fait 2 émissions, on fait 2 analyses. Parce que bon, vous avouez que ça devient compliqué quand même de passer de rien à presque tout dans un seul match. Hein. Dans les analyses, ça devient un peu compliqué. Mais non, mais sinon, pour revenir sur la première mi-temps, une des pires premières mi-temps de la saison avec celle de Sochaux, ça c'est évident. Moi j'ai trouvé qu'on avait 11 plots sur le terrain, mais vraiment 11 plots, hein. Des mecs qui bougeaient pas. Je veux dire, on s'est fait transpercer littéralement la défense. Comme Florian, j'ai failli couper à la mi-temps, hein, on était en train de discuter tous les trois et je vous disais que j'étais pas sûr de tenir. Et puis,
Blessure de Mbemba, alors c'est pas que je sois content que Mbemba soit blessé, pas du tout, mais je suis plutôt très content de l'entrée de Bonnet, hein. On avait discuté, et pareil, je rejoins là-dessus, je m'attendais à le voir titulaire, le capitaine Bonnet là sur ce match, et voilà qu'il rentre, et là, il nous remet dans le match 2-1. Il nous redonne une lueur d'espoir, on se dit tiens on va peut-être rester accroché finalement, et puis bon on rentre quand même sur un 3-1 qui fait très mal à la mi-temps, mais on se fait encore une fois on s'est fait mais transpercer quoi, transpercer sur le côté gauche. Il y a 2 buts qui sont sur le côté de gauche de notre défense où vraiment là c'est impressionnant quoi. J'en ai parlé justement en revoyant les buts. Va falloir qu'on parle un moment quand même d'Umut Merash. Va falloir qu'on en parle parce que il est en train de nous faire une Yacouba Koulibaly, hein. C'est une première saison de feu et la deuxième en moins. Donc lui aussi, il est peut-être sur la déception d'un non-transfert cet été. Mais le troisième but, c'est dans son imitation du piqué à la Clusa, il était très bien. Par contre, en arrière gauche pour tenter de faire quelque chose en défense, c'était autre chose. Alors en plus, tu as les deux Turcs qui sont sur le côté gauche. C'était dur. C'était dur. Entre Erzoy, où il a déjà eu des faiblesses, et là, Meras, on va en reparler, mais sa prestation, elle n'est pas sauvée par ce qu'on a vu en deuxième période. Deuxième période qu'on attaque tout de suite, et c'est lui qui, en plus, étonnamment, il donne le coup d'envoi de la deuxième période par un pétard, comme on en a rarement vu au HAC, mais celui-là, pour le coup, si on était endormi, il nous a tous réveillés d'un coup. Une superbe frappe en dessous de la transversale pour vraiment bien nous remettre dans le sens de la marche. Ensuite, on sent que le Havre, là, a vraiment des possibilités de revenir tout doucement. T'as Victor Lecal, c'est une belle frappe de loin qui va toucher la base du poteau, et l'égalisation d'Alewi avec la petite réussite qui va bien, mais honnêtement, vu les efforts fournis en deuxième, on prenait cette égalisation, et encore une fois, à la fin, on va garder le pire pour la fin de l'analyse, une nouvelle représentation du sifflet circus, et le HAC qui se fait encore une fois avoir sur un penalty qu'on qualifiera de très 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 discutable, uniquement parce qu'on n'a pas envie de se faire censurer la chaîne. Vous comprendrez bien pourquoi. Allez, Romain, c'est toi qui as fini la première, tu vas commencer la deuxième. Deuxième mi-temps à réaction qui commence par le pétard de Moutmeras. Et qu'est-ce que tu en as pensé au global de cette deuxième période? Retour des vestiaires, une toute autre équipe. Alors moi j'ai aimé, je sais pas vous, mais j'ai aimé cette image de Bonnet qui a réuni les joueurs au milieu du terrain là avant de reprendre le match. Franchement, ça fait du bien là de retrouver un joueur qui essaye de réunir tout le monde. Franchement, j'imaginais pas du tout ce scénario de seconde mi-temps, pas avec ce groupe-là en tout cas. Alors moi j'ai envie de leur dire bravo à nos joueurs pour cette mi-temps. Et j'ai envie de dire qu'ils ont été tout ce qu'on souhaite, qu'ils soient dans tous les matchs combatifs, décisifs, proposant des choses. Parce que moi, je pense qu'il s'agit plus de parler de montée, bien sûr, mais maintenant, je trouve que sur chaque match, il va s'agir de se battre pour ce blason ciel et marine. Et là-dessus, je trouve qu'ils doivent être irréprochables. Même dans la défaite, quoi. Même dans la défaite, comme on a pu le voir, ils doivent être irréprochables et ils doivent être comme on les a vus sur la seconde période. Je note que heureusement que Merach a été remplacé par son frère en seconde période, donc il est bien meilleur, le frère de Merach, donc il faudra le dire à Paul Le Guen. Il se ressemble un peu physiquement, mais ouais, faut prendre le bon, quoi. C'est comme avec les Pogba, hein, faut prendre le bon pour. Voilà. Et puis encore une superbe entrée d'Alioui, hein, qui a amené vraiment du peps et puis de l'animation. Voilà, donc faudra aussi le dire à Paul Le Guen, ça, que Alioui joue bien depuis 2 matchs à chaque fois qu'il rentre. Mais au-delà de ça, les frappes de loin, ça a bien marché. Alors, est-ce que c'est un aveu de faiblesse parce qu'on n'arrivait pas à s'approcher du but de Toulouse, ou est-ce que c'est une vraie faille dans le jeu toulousain que Paul Le Guen a remarqué et donc il a dit à ses joueurs de tenter les frappes de loin? En tout cas, tout le mérite est aux joueurs qui ont tenté et qui ont même touché les montants. Une superbe seconde période, je veux dire, vraiment là, c'est vraiment ce qu'on aimerait voir à chaque fois qu'on regarde le HAC. Alors je sais que c'est pas possible à chaque fois qu'on regarde le HAC, mais quand même, on aimerait quand même voir un peu plus de cette équipe-là. Mais comment expliquer l'équipe de première mi-temps et l'équipe de seconde mi-temps avec les mêmes joueurs à Lioui près, enfin non, il a fait 2 changements à la mi-temps, mais enfin bon, quand même, il y a quand même plus de la moitié de l'équipe qui est le même par définition, qui est la même. Donc
Comment expliquer ces deux visages? C'est incroyable. Florian, à toi, continue, le fer est chaud, à toi de le battre à ton niveau. La deuxième mi-temps, quand même, te fait un peu plus plaisir que ce que tu as eu l'occasion de voir précédemment. Oh oui, ouais, c'est clair, c'était beaucoup mieux dans l'intensité, dans l'envie, dans l'engagement, dans la création, tout était mieux. Et là, je me suis posé la question, mais le hack a une double personnalité, donc il faudrait peut-être aller voir un psy pour essayer de régler ça, parce que être aussi faible, être apathique et passer de solide et combattant, bah, je comprends pas. Je comprends pas, et plutôt positif, au moins on s'est pas emmerdé sur la deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux, ça jouait. Plutôt positif, je sais pas si c'est le speech de Paul Le Guen à la mi-temps, s'il les a engueulés, s'il les a encouragés, si c'est le speech de Bonnet, je sais pas. Ou si c'est peut-être juste l'ego des joueurs qui se sont dit tiens, on va se réveiller, on va essayer de pas être trop ridicule quand même, pas encore en tout cas. Mais non, c'était mieux, et puis bah quel plaisir, enfin, on voit Thierry sortir à la 75e et Basile qui rentre, première réaction c'est et merde. On va pas se mentir, hein, j'ai eu cette réaction. On s'est dit, c'est fini. Quand on voit qu'Alioui part sur son côté, il dribble un joueur ou deux, il a pas sa Basile qui lui remet direct dans le geste juste au moment juste. Alors après, un peu de réussite, mais la réussite, ça se provoque. Et là, voilà, ils ont joué à deux contre une défense à la 5 ou 6. Et c'est passé. Alors, petit message aussi, le gardien de Toulouse. Je sais pas ce que nous ont dit les Toulousains sur cette prestation. Moi, je l'ai trouvé vraiment pas terrible. Je pense qu'à chaque fois qu'il se prend une frappe, il y a but, à peu près. Mais, non, mais voilà, faut provoquer une frappe de 25-30 mètres de Meras. On l'aurait jamais vu avant. Là, il se dit, vas-y, bah, de toute façon, on n'a plus rien à perdre, tente. Bah, ça passe. Bonnet, il frappe de loin, il tente, ça passe. Lécal, ça aurait pu rentrer. Enfin, le football, c'est ça, faut tenter. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais il faut tenter. Si tu tentes, c'est la fameuse phrase du les gagnants, ils ont tenté pour avoir. C'est le fameux, bah, si t'achètes pas de ticket à l'euro million, t'es sûr de pas gagner. Bah, là, c'est pareil. Si tu tentes pas quelque chose offensivement, tu marqueras jamais. À moins que bah notre meilleur joueur CSC soit là ou que, enfin, c'est faut tenter. Voilà. Donc là, ils ont tenté, bah tant mieux, c'est passé et il faut continuer comme ça. Voilà. On va revenir peut-être après sur le penalty gate parce que c'est un peu mal, ou à moins si on l'enchaîne tout de suite, mais On y est, on a vu, on a parlé la frappe de Meras, la frappe de Alioui. On est content. Allez, finissons maintenant la mi-temps comme elle est. Allez, je te laisse parler du sifflet circus comme je l'appelle depuis un moment et on va en causer encore une fois. La passe vers le Toulousain, au début, on se dit, tiens, Gorgelin qui l'a dégommé, mais non, Gorgelin, il était loin. On revoit les images. Ça se passe entre Meras et Antiste, si je me souviens. Oui, Antiste. c'est ça. Et au final, après un très très long moment de réflexion, l'arbitre siffle un penalty. Je sais pas vous déjà, mais un arbitre qui met autant de temps pour siffler, déjà, rien qu'à la base, il va se mettre en très grosse difficulté pour justifier son acte. Et on a vu ensuite Alex Bonnet en après-match qui a juste dit, en parlant de l'arbitre, il me dit, je crois que j'ai vu quelque chose. Ah punaise. Ah bah là déjà mon ami, si vraiment t'as dit ça, je te souhaite bien le bonjour à la commission d'arbitrage parce que ton délégué, il va te prendre, il va te clouer au mur parce que quand tu es à la 93e minute, tu crois pas avoir vu quelque chose. T'as vu ou t'as pas vu quelque chose. Si t'as vu, tu siffles et t'assumes ensuite une potentielle erreur. Si tu crois t'avoir vu, tu prends ton sifflet, tu le gardes dans la main et surtout tu l'éloignes de ta bouche. On va peut-être à un moment aussi commencer à se poser des questions. Je pense que c'est aussi peut-être le symptôme de ce qu'on a, c'est qu'on est devenu une équipe contre laquelle c'est facile de siffler et que c'est d'autant plus facile de siffler quand tu es à Toulouse et c'est peut-être plus facile de siffler pour une équipe comme Toulouse en Ligue 2 et tu combines ça donc facile de siffler contre le Havre, facile de siffler pour Toulouse à Toulouse. Voilà, et tu arrives à un truc comme ça. Allez, je te laisse analyser s'il y a quelque chose à analyser. Je vais être totalement franc. Je sais pas s'il y a faute. Ça se trouve, il y a faute. Parce que on a vu, allez, au moins 5 ralentis. Les commentateurs de BeIN n'ont rien vu. Il n'y a aucun angle. Mais même s'il y avait la VAR, hein, il n'y a aucun angle où on peut voir. Moi, franchement, je ne peux pas me prononcer. Alors, comment un arbitre, un humain, avec des yeux, à 15 mètres, peut voir quelque chose que nous, avec des caméras
à 2 mètres de vision, on ne voit pas. Première réaction. Voilà. Déjà, rien que ça, je me dis, bon, c'est bizarre. Deuxième réaction, il dit rien au bout de 5-6 secondes. Là, bizarrement, on entend un petit cri qui vient d'un banc, je ne dirais pas lequel. Et là, il fait, oh bah, allez, putain, péno. Alors déjà, c'est encore un peu plus chelou. Troisième réaction, après match, l'abonné qui nous dit, il nous a dit, je crois avoir vu quelque chose. Alors, qu'il croit avoir vu quelque chose, pas de problème. Les ors, dans le foot, il y en a tout le temps. Ça, je peux l'accepter. Ça fait mal, mais on accepte. Mais pourquoi tu le dis à l'équipe adverse? Il a envie de mourir. Moi, je suis joueur sur le terrain, mais il sort pas l'arbitre. Tu perds 3-1, tu remontes, tu as montré de l'envie, et tu te prends une décision sur un. Je crois avoir vu quelque chose. Moi, l'arbitre, il est mort. Il est mort. Et encore un rouge. Ouais. Et je respecte, là, sur ça, je respecte totalement les joueurs de ne pas avoir pété un plomb. Moi, je suis joueur. On me dit, je crois avoir vu quelque chose après que certes, on a été nul à chier, on va pas revenir là-dessus, mais tu remontes et on me dit, bah non, je crois avoir vu quelque chose, donc non, péno. Enfin, j'entends la réaction de Bonnet, je me dis, Bonnet, il exagère, c'est pas possible. Je me suis dit, il a pas dit ça, l'arbitre. C'est un manque de professionnalisme de A à Z. Les erreurs, il n'y a pas de problème. On en a eu, on en aura toujours, il y en aura dans notre faveur, enfin, j'espère un jour. Là, c'est pas une erreur, c'est une faute. C'est une faute. L'erreur, c'est dans ton âme et conscience, t'as ça, c'est ah bah c'était pas ça, tant pis. Là, c'est une faute, c'est oh bah allez stop, je siffle. Ben voilà, on a eu le penalty à l'aveugle avec Frappard, on a eu l'exclusion pour que dalle avec Varela, bon ça comme tous les ans. Et là, on nous invente donc la faute sur oh bon, je crois peut-être que c'était pas son troisième match au niveau district là. Le mec, il est arbitre fédéral. Hein. Ça rigole. Ça normalement, ça doit pas rigoler. Alors si des arbitres fédéraux qui arbitrent des pros ont ce niveau-là de réflexion. Et ben, remarque au moins c'est raccord avec ce qu'on pense de l'arbitrage en France et avec le foot en règle générale. C'est un amateurisme doublé d'un je m'en foutisme complet. Mais c'est bien. Moi, je suis très content qu'on soit dans un pays où des gens qui ont ce niveau-là peuvent avoir les responsabilités qu'ils ont. Je suis très content. Ça prouve qu'en fait que l'ascenseur social, ça fonctionne quand même encore un petit peu en France. Voilà, c'est très bien. Je vais rajouter juste un point. C'est est-ce que ce coup de sifflet-là, au Parc contre Paris, à Marseille au Vélodrome contre l'OM, ou au Parc OL contre Lyon, il le fait? Je sais pas. Je pense pas. Ou à Ajaccio, tiens, contre l'ACA. Est-ce qu'il va ensuite dire ça à Joris Sainati? Hein? Je suis pas certain que la réaction aurait été typiquement la même et qu'il n'y aurait pas eu besoin d'une escorte policière pour qu'il sorte. Et on va peut-être aussi commencer à remettre des gens parce que je pense aussi que peut-être qu'à l'époque, s'il y avait eu Monsieur Hureau ou Monsieur Louvel à la présidence, on ne fait pas ça. Parce qu'ensuite, derrière, le gars, il sait qu'il peut y avoir des conséquences. Mais vu qu'on n'a plus de personnes... mais pour l'instant, il est fatigué, notre président, les gars. Il se repose en tribune pour l'instant. On reparlera de la fameuse photo qui a circulé. On l'a vu qui était à moitié en train de dormir face à Clermont. Comme ça, il a peut-être vu un peu ce que nous, on ressent. Il n'a pas le temps de défendre son club. Il n'a pas le temps de défendre son club sur l'arbitre. Et juste pour finir ce côté penalty, j'ai vu sur les réseaux, ils ont dit qu'il faut mettre la VAR en Ligue 2. Le problème de la VAR. C'est un non-problème parce que hier, ça n'aurait servi à rien. Et surtout que la VAR, c'est l'application de la VAR dans tous les autres sports, c'est comme ça. Je suppose que dans le football français, c'est comme ça. Si tu prends une décision, donc là, il prend la décision du penalty. S'il y a la VAR, il faut la preuve irréfutable qu'il n'y ait pas faute. Dans le basket, c'est comme ça. Au rugby, c'est pareil. Si tu as un doute, tu peux pas changer. Mais avec toutes les images qu'on a eues, il peut pas dire qu'il n'y a pas faute. Donc, dans tous les cas, il y aurait eu péno. Parce qu'il a sa décision de départ, c'était ça. Et enfin, pour finir, je sais pas pourquoi c'est pas fait. C'est fait au rugby, il faut le faire au football. Mettez un micro sur ces arbitres. Parce qu'au moins on sait. Parce que là on est dans le flou. Et si le gars dit, s'il dit j'ai vu une faute, et qu'à la fin il dit, mea culpa, je l'ai pas vu. Je me suis trompé. Après visionnage, tout ça. Ok, ça fait mal, mais ok, mais mettez des micros sur les arbitres.
Déjà pour le spectacle, je trouve ça beaucoup plus beau. Ça pourra éviter certains problèmes qu'on a eu, que ce soit, on a eu des histoires d'arbitres qui étaient condescendants avec des joueurs, au contraire des joueurs qui étaient agressifs envers des arbitres. Mettez des micros sur des arbitres. Mais bien sûr, c'est tellement pédagogique de mettre le micro sur l'arbitre. Moi, j'ai eu l'occasion de regarder de la Ligue 1 là sur du huis clos. Il y avait bien évidemment pas de micro sur l'arbitre, mais on avait eu la chance d'entendre l'arbitre sur certaines explications de phase de jeu qu'il avait sifflé. J'ai trouvé ça génial. Et quand je regarde du rugby, je trouve ça génial. C'est tellement pédagogique et on se rend compte que c'est tellement des humains et qu'il y en a qui sont finalement, faut le dire aussi, tellement ils ont une approche tellement bonne avec les joueurs en expliquant leur action que c'est génial, même à vivre pour le téléspectateur, c'est super. Et j'avais vu une vidéo sur du rugby où il y a un arbitre qui donne une mêlée pour une équipe et au moment où la mêlée commence, il siffle, il fait ah, pardon, excusez-moi, je me suis trompé, c'était un en avant de l'autre équipe, donc désolé, c'est de ma faute. Ballon pour l'équipe, je sais plus laquelle. Et voilà. Et ils ont rien dit, les rugbymen. Parce que le gars, il a dit désolé, j'ai fait une erreur, je m'excuse, ballon à eux. Et ça passe aussi beaucoup mieux quand ils reconnaissent leurs erreurs. Il y a une séquence, même Giroud avec Robert Wutz, à un moment, avait dit une fois pourquoi ça passait si bien avec lui, parce que lui, il n'hésitait pas à reconnaître ses erreurs. T'as Wurtz qui passe à côté de Giroud lui hurle, mais il y avait faute là-bas! Et t'as Wurtz qui hurle à Giroud, je sais, je l'ai vu, j'ai pas sifflé, je suis un con. Bah, ça passe tout seul ensuite. Quand le mec reconnaît lui-même ses erreurs, ça va plus simple et ça fait baisser et déjà à la base, ça fait baisser la pression à tous les niveaux. Bon, les gars, je vais certainement pas défendre l'arbitre, hein, c'est honteux. Après, moi j'ai envie de vous dire quand même qu'on a perdu le match en première mi-temps. On est d'accord, c'est le fait de jeu qui fait qu'on le perd au final et on peut rager 2 fois dans ce match-là. On peut rager 3 fois parce que, enfin, sur la première mi-temps, la qualité de l'équipe, voilà, à la mi-temps on peut couper le match presque. Et puis derrière, on peut rager parce que on se demande pourquoi ils arrivent à remontrer ce visage-là en seconde période. On est content, mais en même temps, on peut se demander pourquoi c'est pas tout le temps comme ça. Et puis après, on rage une 3e fois sur l'arbitre, mais bon, c'est vrai qu'on a perdu le match sur la première mi-temps. Il n'y a rien de plus à dire. La première mi-temps a été infâme de A à Z. Ça se réveille en deuxième, mais le football, ça se joue sur 90 et donc 45 minutes. Samedi, ça se jouait sur 97 minutes. En tout cas, nous en avons fini. Vous avez eu nos analyses. Maintenant, chers amis internautes et auditeurs, c'est à vous de prendre le relais. Activez-vous, c'est maintenant. Beaucoup de travail pour toi, Romain, la semaine dernière. Vraiment, nos internautes ont eu du talent et t'ont donné beaucoup de matière. Qu'est-ce que tu en as ressorti ? Toujours autant de réactions, voire de plus en plus, et on est bien content de les avoir, ces réactions qu'on partage avec vous. Donc je vais commencer par des réactions d'après-match de Clermont, n'hésitez pas à intervenir les gars si vous le souhaitez. Donc on a Steve Legros qui dit qu'on aurait pu croire qu'ils auraient surfé sur l'envie qu'ils avaient montré à Ajaccio, mais non. Ils ont laissé la balle, ils ont pris un schéma défensif, du coup résultat normal, clean sheet et 0 en attaque. Paul Adé qui a trouvé un air-seuil impérial sur le match de Clermont, mais avec Edic Thierry ça ne va pas du tout, il n'est pas intelligent dans le jeu, il part courir vers le ballon, c'est creux, voilà. Après c'est sûrement le premier match de la saison où l'arbitrage a été bon, c'est déjà un bon début. Préférer air-seuil à Thierry sur un match, pourquoi pas. Dire Thierry il n'a pas d'intelligence, t'es à 1 contre 8 pour essayer de marquer, c'est sûr qu'à un moment tu fais peut-être des fois des erreurs. Logan Beuzelin qui trouve qu'il n'y a aucune ambition dans le jeu car on est inoffensif, mais tout va bien, Volpe joue la montée, surtout il fait une petite sieste en tribune. Camille qui nous dit toujours trop peu d'animation au milieu, on casse pas de ligne, moins de hargne sur ce match, mais on gardera le clean sheet et la débauche d'énergie de Jamal Thierry, entre autres hein. Et dommage, il y a du ballon, mais on est trop timide. Clément du Havre, hein, donc, qui avait réagi par rapport à la semaine dernière, parce qu'on n'était pas trop d'accord avec sa réaction, et d'ailleurs il souhaite venir un jour dans le podcast, donc Clément, t'es le bienvenu, on te l'a dit. Donc sans forcément revenir sur le match qui est dans la suite logique de notre saison, il faudrait s'interroger sur notre projet, quel est l'objectif du club cette saison, le maintien, la montée ou l'année de transition. On va en reparler, mais bon, ce serait bien qu'il y ait une parole officielle pour dire certaines choses justement concernant les ambitions, et que si tu maintiens l'objectif de monter, que tu assumes ça, quitte à provoquer une incompréhension généralisée, ou que si ce n'est pas le cas, que ce soit dit. Mais au moins, dans les deux cas, qu'on dise quelque chose au final sur la perspective qu'on a pour la fin d'année,
ne serait-ce que pour éclaircir les points et apaiser certaines tensions dues à des hiatus au niveau entre l'incohérence entre les résultats, le jeu produit et ce qui était affiché en début de saison. Et je vais terminer par donc deux petites réactions. Donc Elisa qui continue aussi sur cette ambition, ce projet. Donc le HAC se contente assez souvent d'un nul et ils sont presque satisfaits de ce résultat. Ça montre réellement l'ambition et le projet de cette saison. Aucune prise de risque dans le jeu, toujours le même système et la même confiance à certains joueurs. Rien à ajouter. Je termine sur une petite note humoristique de notre ami accusé. Qui nous fait un petit clin d'œil aux années 80 avec ce tweet. Il m'entraîne au bout de la nuit, le fantôme de Pasqui. Au bout de l'ennui. Au bout de l'ennui. Au bout de l'ennui, oui. Au bout de l'ennui, le fantôme de Pasqui. Oui. Surtout rapport à Image, qui est un groupe originaire de Toulouse. Donc, ça faisait la transition parfaite entre les deux matchs. Ouais. Est-ce que je pense qu'il y en a eu au moins autant, si ce n'est plus, sur le match de samedi après-midi face à Toulouse? Tout à fait. Je commencerai par un petit sondage qui a été lancé par Tic et Tac et qui m'avait vraiment fait sourire. Il nous proposait donc dans son sondage pour le match contre Toulouse, on se fait les violer, on se fait violer, ou on se fait voler. Et finalement, c'est la réponse 2 et 3 qui ont gagné. On s'est fait violer et voler en même temps. Je vais enchaîner avec Fanatique du 76-13. Cette défaite va faire très mal parce que déjà c'est une première mi-temps calamiteuse et après on savait qu'il y aurait eu un péno comme d'habitude. En revanche, bravo pour ce sursaut d'orgueil. On a vibré, mais à la fin, c'est quand même 0 point. Et il dit qu'on va avoir la peur dans les jambes face à Rodez suite à ce match-là. C'est vrai qu'on ne s'est pas interrogé sur l'impact mental de ce match-là. C'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il va y avoir un impact? On va avoir du mal à se relever. Heureusement que c'est la trêve qui arrive et qu'il ne reste plus qu'un match finalement. On va en causer de toute façon justement dans la préparation, dans la finalité de ce qu'on a vu après ce match. Mais il est certain que de toute façon, les circonstances font que justement, et c'est rapport à ce que disait Paul Le Guen aussi en conférence de presse, c'est tu prends pas le penalty, tu reviens d'une situation compliquée, 3-3, t'arraches un point. Ah, il y a moyen de bâtir quelque chose. Mais là, tu te prends le penalty à la fin, c'est-à-dire tu reprends une défaite, mais tes gars, ils se sont donnés, ils ont rattrapé leur erreur au final pour essayer d'arracher un point, et à la fin, c'est le grand qui pique le goûter du petit dans la cour de récré. Qu'est-ce que tu veux? Franchement, va falloir être très, très, très psychologue entre hier et puis aujourd'hui et la préparation du match demain pour que les mecs soient pas totalement en miettes dans leur tête. J'espère, moi, que ça va pas laisser trop de traces et qu'au contraire, ils vont capitaliser sur ce qu'ils ont été capables de faire entre la 46e et la 92e pour arracher une victoire face à Rodez. Ouais, les termes sont peut-être là, mais c'est prendre les 3 points face à Rodez pour au moins ne pas avoir complètement gâché le mois de décembre de manière comptable. Steve Legros qui dit qu'on paye une entame catastrophique, une composition hasardeuse. J'ai même lu sur Twitter que c'était digne d'un débutant à Football Manager, la composition de Le Guen. Une défense hors sujet total, une entrée d'Alex qui fait du bien, une deuxième mi-temps nettement mieux avec de l'envie. Malheureusement, une nouvelle décision arbitrale incroyable au bout des arrêts de jeu. Ce qui est fou avec le HAC, c'est qu'ils sont dans aucune continuité. Super match à Ajaccio, sporifique face à Clermont et un mix des deux contre Toulouse. Carpette pour les intimes qui analysent la première mi-temps comme étant de niveau PH et la deuxième mi-temps comme étant d'un niveau d'une équipe de haut de tableau avec une grinta remarquable à refaire pour les prochains matchs. Il donne une mention spéciale à Alex Bonnet qui fait un bon match avec un but du droit, comme quoi il est toujours là et il nous fait du bien. Pascal qui dit que la défense est très inquiétante. Oui, ça on le sait, ça fait quand même beaucoup de buts, je sais pas combien on s'en est pris, mais on fait un match solide, on fait un match où c'est pas solide. Voilà, c'est le Havre, tout est en double personnalité. Un coup c'est super, un coup c'est affreux. Voilà, ça résume bien la saison. Et Clément Duhave qui rejoint un peu ce que venait de dire Gilles. On savait qu'on n'allait rien ramener de Toulouse. La défaite n'est pas une surprise, mais il faut s'appuyer sur cette deuxième mi-temps et changer d'approche tactique. Contrairement à ce que dit Paul Le Guen, on a des joueurs qui peuvent faire du jeu devant. De toute manière, on n'a plus rien à perdre. La montée n'est plus qu'un vaste rêve et j'ose espérer qu'on a plus de qualité que Chambly ou Pau pour jouer le maintien. Oui, déjà de toute façon, il faut voir les derniers du championnat, Chambly, Pau,
Rodez, voilà, bon, bah, t'en laisses au minimum 3 derrière, parce qu'à un moment, faut juste te dire, si t'es pas capable de monter, bah, t'essayes de pas descendre de la meilleure manière possible. C'est toujours un peu le paraphrase de ce que disent les footballeurs, hein. Quand t'es pas capable de gagner un match, il faut être capable de ne pas le perdre. Merci en tout cas, chers auditeurs, pour toutes vos réactions. On va continuer pour finir sur cette fin de saison. On va faire un rapide aperçu sur le match de demain face à Rodez. On sait déjà que Jamal Thiaré et Nolan Mbemba sont absents. Il y a de fortes chances que Jean-Pascal Fontaine revienne dans l'équipe en fonction de ce qu'on imagine. Romain, on a lancé un sondage sur Actu justement concernant qu'est-ce qu'on imagine pour cette fin de saison. On vous a juste demandé qu'est-ce qu'il faut jouer maintenant. Quels ont été les résultats du sondage? Bah, finalement, ouais, si on met tout bout à bout, la crise du Covid, l'affaire Mediapro, le mercato petit bras qu'on a fait, les résultats en berne qu'on connaît, finalement, on s'est posé la question chez les activistes, est-ce que finalement, tout simplement, le HAC ne tire pas tout simplement un trait sur cette saison, sans, bien sûr, en ne jouant plus rien du tout, en restant comme ça au milieu du tableau et en se sauvant, bien sûr, en Ligue 2, hein, il ne s'agit pas de parler de descente, et puis finalement, pour ressortir plus fort de toutes ces crises, et ce qui nous ferait reporter le projet sportif du HAC de monter en Ligue 1 à l'année prochaine. On proposait, oui, on pense que c'est maintenant le projet du HAC, non, que c'est trop tôt pour dire ça, et ne sait pas, voilà. Et donc c'est le oui à 46% qui l'a emporté, c'est-à-dire que les gens pensent vraiment que le HAC ne joue plus rien cette année, on est qu'au mois de décembre, hein. Après, le trop tôt pour dire ça vient en deuxième position, donc ça se rejoint un peu, quoi. C'est, oui, on est un peu trop tôt pour dire ça, mais quelque part c'est quand même un peu ce qui se profile à l'horizon, c'est qu'on va rester là dans le ventre mou et qu'on va finalement plus faire grand-chose de cette saison. Toi, Florian, tu étais t'es dans la perspective, on joue plus rien ou on se donne encore 2-3 matchs? Alors pour moi, ça fait quand même, je vais pas dire un petit bout de temps, mais peut-être ouais 2 ou 3 matchs où je me dis bon, la Ligue 1 c'est foutu. De toute façon, c'est déjà que faut carburer devant et nous à domicile c'est pas bon et sur certains matchs on se fait défoncer. Donc moi sur le aspect Ligue 1 c'était mort. Moi ce que je voulais surtout c'est de créer quelque chose pour l'année prochaine. Quand je dis créer quelque chose, on a eu Polo qui nous a dit au pire je ferai jouer des jeunes. Mais vas-y, là, de toute façon, il n'y a plus rien à jouer. Enfin, il n'y a plus rien à jouer ici, le maintien. Mais j'espère qu'on n'aura pas à être crispé jusqu'à la dernière journée pour jouer le maintien. Que ça soit réglé quand même assez tôt. Mais tentons quelque chose, tentons des jeunes, tentons un jeu offensif. Arrêtez de jouer défensif, on voit que ça marche pas. Sur une mi-temps, on joue défensif, on se prend 3 buts. Sur la deuxième mi-temps, on joue offensif, on en marque. Tentons des choses. Que ce soit des jeunes ou des vieux briscards, je m'en fiche. L'année prochaine, il va y avoir une nouvelle saison. On ne sait pas qui sera là, mais vu la cote des joueurs en ce moment, je peux vous garantir qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont partir. Moi, le seul que je peux voir partir, c'est Berash, parce qu'il a une cote en Turquie, qu'il est international, mais vu la saison qu'il fait, c'est même pas sûr. Donc il y a de très fortes chances qu'on garde presque tous les joueurs. Franchement, il y a peut-être une ou deux exceptions. Créer quelque chose, créer un groupe, un collectif, un style de jeu, une formation. Regardez les manques. Et commencez déjà à chercher. Vous nous avez mis 8 mois à chercher un attaquant pour remplacer Tino. Là, vous avez une saison entière. Une saison entière pour bâtir quelque chose de. Je demande pas de finir premier en étant vaincu l'année prochaine, mais créer quelque chose pour batailler dans ce fameux top 3 et que ce soit beau à regarder. Voilà. Je quitte là à finir 15e cette saison, mais proposer du jeu, proposer quelque chose, et s'il nous manque 2 ou 3 joueurs pour améliorer tout ça, bah, on les achète ou on les attaque au prochain mercato, c'est tout. Mais voilà, faut tenter. Là, il y a vraiment rien à jouer. Tu parles justement de préparer le HAC. On sait qu'il y a eu un gros souci avec le remplacement de Tino Kadewere. Ronan nous a soufflé l'idée, Ronan Corr. Il avait son regret sur cette saison, c'est de ne pas avoir fait signer Mickaël Le Bihan. Juste pour info, Mickaël Le Bihan a reconfirmé qu'il était en fin de contrat en juin prochain. La question, c'est que est-ce que tu fais venir un mec comme Mickaël Le Bihan dans une équipe qui finit la saison précédente 10, 12, 13, alors que venir dans une équipe qui était 6e, 7e la saison passée avec un objectif de montée, c'était peut-être plus
plus franc, plus envisageable. Et est-ce que financièrement ça peut se faire pour un joueur comme le Bihan? Je sais pas, mais en tout cas, si le dossier est possible et qu'on a moyen de le faire, ce serait une énorme bêtise de ne pas tenter. Pour moi, la saison en tant que telle, je suis un peu comme toi, Florian. Elle est finie pour moi depuis avec l'accumulation là des matchs on réussit pas à prendre 2 points même en décembre. T'en es maintenant à 7 matchs sans victoire à la suite. À un moment, il faut accepter le fait que si tu montes pas en faisant des séries comme ça, il faut se faire insigner. C'est le côté pervers des playoffs, hein. C'est que ça a baissé le niveau d'exigence de la place à obtenir. Avant, il fallait viser la 3e place et t'étais 4e, tu ratais sa saison. Et là maintenant, tu fais 6e, on te dit il manquait pas grand chose. Ouais, mais non, mais t'en as quand même 2 ou 3 devant et qui méritent plus que toi d'y être vu que ils ont marqué plus de points sur les 38 matchs. Ce qui serait bien maintenant, c'est de l'assumer. C'est encore un peu tôt, je pense, pour l'assumer au niveau des dirigeants, mais c'est de l'assumer rapidement, de basculer rapidement, et comme le dit Florian, de préparer dès maintenant la saison prochaine, de construire vraiment quelque chose, et d'arrêter de parler des excuses des terrains d'entraînement, du Covid pour cette année, etc., mais plutôt d'aller dans la construction et de l'assumer assez rapidement, quoi. Surtout d'autant plus là pour le coup on va mettre un petit pouce vert là sur là le hack est passé à la DNCG la semaine dernière. Et certains posaient la question est-ce que vous êtes inquiet pour le hack? Moi j'ai dit clairement mais à la DNCG on y va une main dans le pantalon, il y a aucun problème, c'est limite on check les gars, on dit bon on va faire vite les gars, on sait que vous avez du travail, c'est que on va pas vous prendre plus de temps. Ça au moins on savait que au moins à ce niveau-là il n'y avait pas de souci, mais profitons enfin de 6 mois de préparation complet pour la saison prochaine. Assumons le fait qu'on va pas jouer cette année, d'autant plus que ça ira en parfaite relation avec les déclarations de Paul Le Guen concernant le mercato. Il avait dit après la signature de Boutaïb au final, il y avait sa non-qualification, qu'il il y aurait pas de joker. Il a remis une pièce dans le jukebox justement là pour ce mercato-là, où il annonce très calme, où clairement, normalement, sauf cataclysme, seul Boutaïb, s'il est qualifié, sera recruté. Il n'a pas exclu de faire partir 1 ou 2 joueurs au mercato pour, dit-il, donner plus de temps de jeu aux jeunes. Ouais, alors, il parle de la prépa de la saison prochaine. Il parle presque à demi-mot. Il dit presque qu'ils n'ont plus rien à jouer et qu'il construit la saison prochaine. C'est à demi-mot, c'est pas dit comme ça, mais voilà, il y a un message. Il y a un message. Voilà. Non, mais le Paul Le Guen, faut le comprendre que c'est un discours à 2-3 niveaux et que même souvent dans la manière qu'il a de pas finir ses phrases. Il faut essayer on met ce qu'on veut derrière, mais il faut essayer de comprendre ce qu'il veut. Et on sait déjà qu'il y a des joueurs qui sont en fin de contrat, qui seront pas renouvelés pour des raisons diverses et variées. Entre autres, Hervé Basile, parce qu'il est trop cher, 40 000 par mois. Et, voilà, Hervé Basile, je pense qu'il voulait en début de saison essayer de s'en servir éventuellement pour qu'il amène de la qualité dans l'effectif, mais il réussit pas malheureusement à donner ce qu'il veut. On sait qu'il y a un sujet avec Alan Zabana, je sais pas s'il est en fin de contrat ou pas, mais que s'il a une porte de sortie, Alan Zabana, il faut qu'il la prenne pour lui comme pour le club, parce que tant qu'il y aura Paul Le Guen, il ne jouera pas. Se pose la question d'Alex Bonnet, forcément. Après le match de samedi, ça va être difficile de totalement l'écarter, mais vu qu'il n'a pas joué le reste de la saison, est-ce qu'on va s'appuyer dessus pour cette année, mais surtout ensuite pour l'année prochaine? Compliqué aussi à voir. Voilà, il y a toutes ces questions-là, et c'est sans compter les joueurs qui pourraient, à qui on montrera éventuellement la porte de sortie pour faire monter notre jeune équipe. Je pense d'ailleurs, là, il est actuellement blessé. Un garçon comme Isaac Touré aurait bien évidemment eu sa chance cette année s'il n'avait pas été gravement blessé il y a plusieurs mois. En tout cas, c'était notre analyse rapide de ce que nous envisageons pour les prochaines semaines. Maintenant, nous avons abordé le dernier sujet de l'émission et ce ne sera pas une brève cette fois. Nous parlons des hacks féminines. C'est maintenant.
Thierry Huvenard, notre raisin, est passé au pressoir. Le coach des féminines ne sera pas là à la reprise du championnat. Déclaration suite à un communiqué donc samedi matin dans lequel il a été acté que l'entraîneur des féminines ne le sera pas à la reprise. Romain, on va commencer tout de suite par le sondage qui a été passé sur actu.fr. Est-ce que tu peux nous reposer la question et que nous allons ensuite la commenter? Alors je précise juste que ce petit sondage a été lancé avant cette info comme quoi Huvenard n'est plus l'entraîneur des féminines. Hein. Il a été lancé à la fin des matchs de la phase allée des matchs des féminines. Les résultats ne sont malheureusement pas au rendez-vous. Et on posait la question aux followers, malgré tout, pensez-vous que les filles vont réussir à se sauver sur la phase retour? On a beaucoup parlé ici dans les activistes que tout allait se jouer entre janvier et février pour nos filles. Et donc on a demandé ça aux followers, donc oui, non, ou ne se prononce pas. Et malheureusement, c'est le non qui l'emporte à 50%. Alors il y a quand même, allez, on va dire quand même que c'est moitié-moitié. C'est moitié-moitié. Il y a encore la moitié des gens qui y croient. Visiblement, les dirigeants n'y croient plus avec Huvenard à la tête des féminines, en tout cas. Je voulais avoir votre avis. Moi, personnellement, je trouve que le timing est pour le moins étonnant. Pour ceux qui me fassent, je ne porte pas un amour inconditionné à Thierry Huvenard sur toutes les facettes de sa personnalité. Ce qui est certain, c'est que se faire virer après avoir rencontré les 4 cavaliers de l'Apocalypse du championnat, faudra qu'on m'explique. On espérait pas, j'ose me dire qu'on comptait pas prendre de 6 ou 8 points face à ces 4 équipes pour se repositionner au classement. En tout cas, il y a des choses qui m'ont fortement étonné. J'avais dit que je trouvais ça sale sur le fond et la forme. Je maintiens mes propos ici. C'est sale parce que tu fais pas ça à cette période de l'année. Tu fais pas ça comme ça. Tu fais pas ça à ce moment-là. Si vraiment tu voulais changer quelque chose, c'était avant les quatre derniers matchs. Malheureusement, on ne peut pas avoir de réaction. On va s'appuyer fortement sur l'article paru dans le Paris Normandie de dimanche. Donc Thierry Huvenard et Laure Lepailleur, la manager de l'équipe féminine, n'ont pas souhaité répondre à Luc Gallet. Et je vous cite une partie de l'article de Luc Gallet. Thierry Huvenard n'avait pas caché son agacement face à l'arrivée tardive de certaines recrues, l'absence de soutien au sein de la cavée verte ou même de certains dirigeants et avait vu d'un mauvais œil l'arrivée d'une manager générale. Florian, pour toi, le départ de Thierry Huvenard, ça signifie quoi de ce que veulent les dirigeants pour la suite de la saison? Alors quand j'ai appris le départ, je me suis dit, timing bizarre après avoir affronté Montpellier, Paris et Lyon. Et j'ai pris du recul sur la situation et je me suis dit, c'est impossible de mettre un nouveau coach et affronter les 3 meilleurs du championnat. Il faut temps de mettre son style de jeu en place, sa formation, tout ça. Je sais pas ce qui serait passé, mais on peut admettre que ça aurait été peut-être une catastrophe pour commencer. C'est pas des meilleures bases de commencer par les 3 meilleurs du championnat. Donc, après réflexion, je me suis dit au final, est-ce que c'est le meilleur timing? Fin de la session aller, les résultats sont pas très positifs. T'as affronté les 3 gros, tu reprends le championnat après, t'as une longue trêve pour tout préparer, pour préparer ce que tu veux dans le jeu, les formations, aussi apprendre à connaître tes joueuses. Donc au final, je me dis, le timing en soi, il est ni bon ni mauvais. Je pense que s'il devait faire un changement, c'est maintenant, c'est pas en reprenant le début de la phase retour, on voit que ça marche pas et changer. C'était le moment à faire. Est-ce que c'était le bon choix? Ça, l'avenir nous le dira. Moi, je suis pas forcément convaincu. Parce qu'il y avait quand même des bonnes choses quand on voit le match de Lyon. Alors certes, il est perdu, mais enfin, c'est pas 3-1 contre Lyon, on va dire, je vais pas dire un bon résultat. J'aime pas les bons résultats sur les défaites, mais c'est correct. Mais du coup, je pense que c'est ça. C'est le meilleur des moins bons timings, on va dire. C'est le nouveau coach pourra tout préparer, s'appuyer sur ses joueurs, voir ce qu'il faut. Après, pourquoi il est viré que maintenant? Quand on voit comment dire, on avait vu l'interview de Laure Lepailleur il y a quelques temps sur les objectifs qui étaient contraires aux projections qu'on avait où le hack était dans les derniers et on dit oh nous on est là pour durer.
J'espère que c'est pas cette décision-là qui a fait jouer dans la balance, parce que ça pue pour le projet de cette saison, du coup, pour le Havre. Romain, pour toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette décision, de ce timing, aussi à la vue des éléments que nous a donné Florian? Factuellement, il n'est pas dans les clous, Thierry Venard, il n'est pas dans les objectifs. On attendait mieux, on lui a donné les moyens. Donc je pense que sportivement, c'est logique, c'est le football, on change les entraîneurs quand ça va pas. Il faut recréer quelque chose là sur le mois de janvier-février, une dynamique. Maintenant, on sait aussi qu'il y a des tensions internes avec certains dirigeants. Donc je pense que tout ça cumulé, ils ont choisi ce timing. J'aime bien l'analyse de Florian que je rejoindrai. Je l'ai pas vu comme ça, mais à l'écouter, je suis plutôt d'accord. C'est vrai que on se serait peut-être pris des grosses tôles contre les trois gros calibres du championnat si on avait changé avant. Maintenant, je suis pas rassuré par les certaines pistes. Je préférerais qu'on aille chercher, en tout cas j'espérais qu'ils aillent chercher quelqu'un qui aurait la connaissance de cette D1 féminine et du football féminin plus en général, on va dire. En parlant de la piste, donc c'était rapport aussi, toujours dans l'article de Luc Gallet, je cite, donc la piste interne pourrait avoir les faveurs des dirigeants du HAC, et le premier nom qui circule, c'est celui de Michael Bunel, responsable actuellement de la préformation au HAC et entraîneur des U16 masculins. Donc ce serait une piste interne, mais venant de la section masculine, pas un entraîneur aguerri au football pro féminin. Donc à voir si cette solution sera concrétisée dans les prochaines semaines. Certains entraîneurs sont peut-être disponibles, mais peut-être trop chers et n'ont peut-être plus envie de faire. C'est sûr qu'on ne peut pas rêver de Patrice Lair qui a clairement dit qu'il ne retournerait pas chez les féminines, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités également? De toute façon, on le saura rapidement. Et le seul objectif qu'on souhaite, c'est que qu'importe la personne qui sera sur le banc de touche du HAC, c'est que le HAC finisse pas au-delà de la 10e place à la fin du championnat. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter @actu_fr avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Retrouvez 100% Ciel et Marine du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Godefroy, François Manoury et Théophile Prétorola. Nous vous informons également que ce numéro sera le dernier pour 2020. Au nom de l'équipe d'Actu.fr et en particulier Romain et Florian avec qui j'ai le plaisir et le privilège d'animer cette émission depuis le début de la saison, nous vous remercions pour votre fidélité et vos encouragements répétés qui nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes chaque semaine. Vous êtes notre moteur et nous espérons vous rendre à chaque nouvelle sortie l'énergie que vous nous apportez. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année, à bientôt pour le prochain numéro des Activistes et en attendant, allez le HAC et allez le Havre. Merci. Ho, 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 ho. Merry Christmas!